L'inceste, c'est pas bon. Le viol, c'est pas bon non plus. La pédophilie, c'est encore plus grave. Que faut-il faire pour comprendre ce qui guide tous ces acteurs de ces actes abominaux? Nous avons tenté d'explorer. Nous avons aussi cherché à savoir quel est le cadre juridique pour réprimander ces actes abominables. Mesdames et messieurs, je vous prie de suivre donc cette enquête de votre magazine Y a problème. Bonsoir. Oser parler, oser dénoncer une figure à laquelle on est attaché. Rares sont les victimes qui révèlent qu'elles sont abusées. Parce qu'elles n'en reviennent pas, parce qu'elles se sentent coupables, ou tout simplement par peur. Y a problème a réussi à sortir quelques victimes de l'ombre. Elles ont entre 10 et 22 ans. Certaines ont eu la chance d'être entendues quand elles étaient encore enfants. D'autres sont restées enfermées dans le silence pendant des années. Des profils différents, mais qui racontent chacune la même histoire. Le mépris, les regards, sans compter l'appareil judiciaire qui montre encore ses failles. Aujourd'hui, la parole se libère, tous s'en félicitent et espèrent qu'on ose les entendre. Cette femme, face caméra, n'arrive pas encore à faire face à la vérité. C'est la raison pour laquelle vous ne la verrez pas. Mais son visage est marqué par la douleur et le désespoir. Elle nous raconte le calvaire de sa fille cadette, violée à l'âge de 10 ans, par un voisin de maison. Un acte odieux qui a brisé l'innocence de l'enfant et plongé sa famille dans un océan de larmes. Il s'agit de ma fille de 11 ans qui a été violée l'année passée par un jeune de mon quartier, par un voisin. Bon, l'histoire s'est passée, en fait, le voisin, le jeune en question est venu à la maison. C'est dans ma maison que sur le lac s'est passé. À mon issue, j'étais allée au marché. Et à mon absence, la petite était au salon, elle regardait la télévision. Quand il est venu taper, il a demandé à l'enfant qui veut boire de l'eau. Donc la petite maintenant, elle venait comme elle le connaît déjà d'habitude. Donc elle a ouvert la porte, il a fermé et il a commis l'acte. Voilà. La porte qui n'était pas bien fermée, c'est comme ça que ma voisine est tombée sur la scène. Et ils l'ont attrapée. Et quand je suis arrivée, c'est comme ça qu'on s'est rendu à l'hôpital pour voir si la petite n'a pas été, si elle n'a pas eu des infections. Effectivement, il y a eu des attouchements, il y a eu des infections, tout et tout. Et c'est comme ça que je me suis rendue à la maison. Étant à la maison, je suis arrivée, j'ai trouvé les parents du jeune ici, en question, qui m'ont fait palabre, qui sont groupés sur moi pour me frapper. Ils ont même coupé mes cheveux, tout et tout. Le cauchemar a débuté il y a un peu plus d'1 an. La petite fille, jouant toute seule à la maison pendant que ses parents ne sont pas présents, reçoit la visite soudaine du voisin. Un homme d'un peu plus de 25 ans, la fillette, terrifiée et meurtrie, se confie à sa mère. J'ai été triste que cette situation arrive à mon enfant aujourd'hui. Qu'un enfant de 11 ans qui a été violé par mon voisin, franchement, je n'ai pas pu supporter. Ça m'a fait très très mal et aujourd'hui, je n'arrive pas à supporter. La petite même du mec, jusqu'à présent, elle n'arrive pas à sortir seule. Elle n'arrive pas. Quand elle veut aller à la boutique, il faut qu'on l'accompagne. Quand elle veut se déplacer, il faut qu'on l'accompagne. S'il n'y a personne, elle ne va pas. Même ce qui m'a plus choqué, c'est l'entourage. La maman de ses amis, ses petites camarades avec qui elle joue, disait à leurs enfants de ne pas marcher à mon enfant parce qu'on l'a violée. Disait à mon enfant de ne pas causer elle parce qu'on l'a violée. Franchement, pour une mère, c'est vraiment choquant. Ça m'a vraiment peiné, ça m'a vraiment touché le cœur. Je n'ai pas pu supporter. En raison des rapports forts entre les voisins, l'agresseur ne sera jamais puni pour son acte. Mais la nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans ce petit quartier de Yopougon, provoquant un sentiment d'effroi et de colère. En fait, je n'ai pas remarqué qu'il y avait un tel truc qui passait dans la tête du monsieur, en fait.
je n'ai pas, je peux pas, je ne me suis pas imaginé quelque chose, franchement. J'ai pas vu ça venir. J'ai pas vu ça venir. Franchement, j'ai pas vu ça venir. Comment se sent votre fille aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, comme l'histoire s'est passée, ça fait maintenant près de 1 an maintenant, 1 an et demi. J'ai essayé de lui parler, de lui donner les conseils, de lui dire non que c'est des trucs qui passent. Voilà, le docteur a dit non qu'avec le traitement qu'on allait faire tout et tout, elle va se renfermer. C'est-à-dire qu'elle va se fermer, quoi. Voilà. Donc, je lui ai dit non que c'est des trucs qui peuvent arriver dans la vie. Il ne faudrait pas qu'elle se renferme sur elle, qu'elle pas jouer, elle n'a qu'à avoir d'autres amis à l'école, elle n'a qu'à essayer de se libérer l'esprit. C'est comme un truc passé, quoi. Il ne faut pas que ça reste sur elle jusqu'à ce qu'elle grandisse. La fillette, quant à elle, est inconsolable, traumatisée par l'agression. Elle se replie sur elle-même et refuse de parler. Ses nuits sont hantées par des cauchemars, ses journées ponctuées de crises de larmes. Impuissante face à la souffrance de sa fille, la mère se bat pour obtenir justice. Elle se heurte parfois à l'incompréhension et la cruauté des gens qui remettent en cause la parole de la fillette ou minimisent la gravité des faits. Sarah a un nom d'emprunt à 12 ans au moment des faits. Des faits reconnus et condamnés par la justice ivoirienne, ce n'est qu'après le divorce de ses parents qu'elle s'autorise enfin à parler. J'ai entendu un bruit, voilà, de porte. Ça m'a vraiment fait peur parce qu'il est rentré brutalement au salon. Voilà, et je suis allée voir. Quand je suis allée voir, il était assis dans les fauteuils. Il ne savait même pas que j'étais là. Il était vraiment surpris de me voir. Et donc je l'ai salué. Comme c'est mon père, je suis rentrée dans la chambre pour continuer. Et quelques temps après, il est rentré derrière moi. Il est venu, il m'a demandé comment ça va. Et à l'école, ça va? Il dit oui, papa, ça va bien. Il dit tu travailles bien? Il dit oui, ça va, ça va. Et je ne le regardais plus en fait, j'étais concentrée sur mes feuilles, dans mes cahiers. Et c'est là en fait qu'il a baissé son pantalon. Et il m'a dit comme ça, il m'a dit de le... Moi, sa fille, de le... Sarah a été plusieurs fois victime d'inceste de la même personne, son père, son papounet, comme elle l'appelait. Une longue prise de conscience, complexe, douloureuse, à mesure de la confusion des sentiments dans laquelle elle avait sombré. Et je ne voulais pas en fait. Donc, c'est là qu'il prend sa main. Il met sur ma tête et il l'envoie vers lui. Comme s'il vous forçait. Oui, comme s'il me forçait. Et c'est là que je me débat. Je me débat pour enlever ma tête et il me soulève. Il me soulève et il me jette sur son lit. La suite? La suite? Rien. J'étais vraiment, vraiment choquée. J'étais très choquée. La nudité de son père, ça m'a vraiment choquée. Montré expressement en plus. J'étais vraiment choquée. Et en tout cas, si ça faisait partie de son plan, de me le montrer comme ça, il a vraiment réussi. Pour moi, je pensais que j'avais échappé. Mais en fait, c'était le début. Le début de mes cauchemars. En grandissant, Sarah va supporter de moins en moins les attouchements de son père. Lui, il appelait cela les câlins du soir. Aujourd'hui, comment vous vous sentez? Je me sens vraiment mal.
Je me sens très mal. Moi, une jeune fille, pleine de vie, violée par son propre père. Par son propre père. C'est vraiment horrible. Horrible de sa part. J'ai perdu goût à la vie. Moi, une jeune fille, je suis vraiment désorientée. Je suis vraiment perdue. Si Sarah témoigne de manière anonyme, c'est parce qu'elle est en pleine reconstruction de tout son être. C'est pour Odile, psychologue, qui gère ce dossier sensible depuis le début. Ben, aujourd'hui, elle n'arrive pas à haïr ce père, mais elle n'arrive pas à avoir des rapports sexuels normaux. Voilà, donc il y a toujours des séquelles. Et aujourd'hui, quand elle voit que ce papa-là a été son premier homme, donc ça veut dire que non seulement il a abusé de sa fille, mais il a pris sa virginité. Et donc, il faut essayer d'aider cette fille-là à comprendre qu'il n'y a pas de déni, parce qu'elle ne lui en veut pas, non, elle lui en veut. Mais elle met dans la balance ce père qu'il a aimé, il ne t'a pas aimé. Il a donné cet amour-là pour payer un silence, pour payer quelque chose. Donc, dans la prise en charge, c'est de voir comment aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au niveau de sa sexualité et surtout de l'aider à guérir par un processus de dire il faut être fâché, il faut faire, et tu en veux à ton père parce qu'il a pris quelque chose, ce n'était pas à lui de le prendre, de prendre cette chose-là. Voilà. Qu'est-ce qui peut amener un adulte, au lieu de protéger un enfant, à en abuser sexuellement? Ben, tout cela peut être multicausal. Est-ce que cet adulte lui-même n'a pas vécu cette même situation qui le reproduit? Parce que c'est ça aussi. Est-ce que cet adulte-là a une maturité sexuelle d'adulte où il est figé sur une sexualité d'enfant? Parce que vous voyez que leur plaisir, leur satisfaction est plus dans le fait qu'on domine. On est avec une personne sur laquelle on agit. Et comme si la maltraitance et tout ce qu'on faisait subir à cet enfant-là déculpait notre plaisir. Donc vous voyez que ça dépend d'un adulte qui a besoin de dominer. Et c'est dans la domination que lui, il trouve ce plaisir-là face à un enfant. Et cet enfant, généralement, ne sait pas. Vous savez, le viol, l'inceste et autres, la plupart du temps, ces adultes-là sont dans l'entourage de l'enfant. Donc, c'est des personnes gentilles, c'est des personnes avenantes, c'est des personnes auxquelles l'enfant est habitué. Donc, vous voyez déjà, il y a une proximité affective qui fait que l'enfant ne sait pas qu'il est en danger. Le regard empreint de compassion, la psychologue raconte l'histoire des victimes qui ont eu à toquer la porte de son cabinet, des femmes, des fillettes brisées par une agression sexuelle. Une fois la parole libérée face à la psychologue, la question pour les victimes est de savoir si elles veulent la porter au-delà des murs des cabinets des professionnels de la santé mentale, autrement dit, dénoncer les faits à la police. Mais ils ne se parlent pas aujourd'hui parce qu'à un moment, elle est tombée enceinte et le père l'a chassée. Vous voyez, les gens n'ont pas compris aux alentours que c'était la chasse gardée du père. Et donc, elle est tombée enceinte. Et il a refusé de la... Non, pas de son père, d'un autre. Donc, vous voyez la jalousie. Elle est tombée enceinte de quelqu'un qu'elle a aimé. Et le père a compris qu'elle n'était plus pour lui. Vous voyez comment... Il nourrissait des sentiments pour sa fille. Mais puisqu'il avait des rapports pendant des années, et donc pour lui, elle était à lui jusqu'à ce que peut-être que lui décide de ne plus. Mais c'est elle qui est tombée enceinte d'un élève de son école. Comment les victimes arrivent à en parler, sorties du silence? Ben, beaucoup n'en parlent pas, surtout là vous voyez que nous sommes dans l'inceste. C'est vrai qu'il y a pédophilie, il y a viol, tout ça là, parce que les gens vont dire non, sans le consentement, est-ce qu'un enfant a un consentement à donner? Il n'y a pas de consentement. Donc quand on parle de consentement, c'est comme si on mettait en première ligne la victime. C'est parce qu'elle n'a pas dit non. Mais quand tu es face à ton père qui sort son sexe, quand toi tu n'as jamais vu cela et que tu te dis joue avec. Donc là, à quel moment on va dire je suis d'accord, puisque l'enfant est un être irresponsable de ses actes. Donc il ne sait pas ce qu'il fait. Donc voilà pourquoi les victimes n'en parlent pas. Et même quand on en parle, on dit ah, on va mettre ton père en prison, ou bien on va mettre la personne en prison.
Tu veux ça? L'enfant comprend que c'est dangereux parce que l'enfant aime ce père comme pour cette fille-là. Moi, je lui dis, mais même grandi comme ça, tu ne veux pas qu'on en parle? Il faut que les gens sachent. Elle te dit non, mais c'est sa vie. Si elle fait confiance en la personne que je suis, elle n'a pas envie que d'autres personnes le sachent. Et ça, c'est vrai, mais il y a une également où c'est sa mère qui a été chassée pour que la fille prenne la place de sa mère. Mais quand j'ai demandé, mon père me donne 2000 francs par mois. Je lui dis, mais si moi je te donne par jour pour aller à l'école, et si moi je te donne les 2000? Et ça, c'est des gens qui me l'ont présenté. On a commencé un jour, le père a pu avoir son téléphone, il a dit, je vais me suicider. Elle m'a bloqué. Alors que je l'avais prise en charge financièrement et autres pour couper avec son père, même si ce n'est pas la bonne. Et puis on l'aidait. Elle dit, non, mon père va se suicider, mon père va se tuer. C'est des manipulateurs. Ils se disent, si tu dis, je vais tuer ta maman, je vais faire cela. Donc on effraie la personne qui est victime. Et comme l'enfant ne veut pas qu'on fasse du mal à quelqu'un, voilà. Donc il faut être regardant, il faut amener les victimes à parler, parce qu'on ne rend pas service en ne parlant pas. En Côte d'Ivoire, le viol et la pédophilie constituent des délits passibles de lourdes peines allant jusqu'à 20 ans de prison. L'inceste, lui, est encore un sujet qui fâche avec des peines légères de 6 mois à 1 an. Tous les facteurs vont être pris en compte pour fixer la peine. Vous prenez par exemple quelqu'un qui a commis un inceste sur son enfant. L'enfant porte plainte, le parent est arrêté, le père ou la mère est arrêté, est jugé et condamné. Au bout de 2 mois, 3 mois, mais l'enfant va commencer à éprouver des regrets. Pourquoi papa, j'aurais pu peut-être être plus indulgent, ainsi de suite. Donc il faut pouvoir donner la possibilité, il ne faut pas briser la cohésion familiale. Le juge, d'abord le législateur, tient compte de toutes ces choses avant de fixer la peine. Et vous allez voir que dans l'élaboration de la peine de l'inceste, pas que je justifie l'inceste, pas que je justifie quelque chose, mais je sais un peu de situer, je sais un peu de donner pourquoi, d'expliquer pourquoi les peines sont parfois, on estime que parfois des peines ne sont pas lourdes, elles sont légères ou bien elles sont assorties de telles conditions. Vous allez voir par exemple en matière d'inceste que quand on pardonne, celui qui est victime, la victime pardonne, et qu'elle décide de retirer sa plainte, l'action n'est plus poursuivie. C'est de la même manière que si la personne même avait déjà été condamnée et que la personne victime d'inceste pardonne, on va retirer simplement, on va en fait faire sortir la personne de prison. Donc toutes ces choses-là sont faites parce que quoi? On est dans le cadre d'une famille, il s'agit de parents directs, père, mère, frère, sœur. Donc il peut arriver un moment où la personne éprouve des regrets. Donc, fixer au maximum à 1 an la peine d'inceste a été bien réfléchi par le législateur. Il peut arriver en cas de recrudescence de cette pratique que le législateur s'adapte au nouveau contexte. Même pour l'heure, c'est vrai, aussi il faut dire que ces temps-ci, il y a beaucoup plus d'inceste qu'avant. Mais le législateur aura le temps d'apprécier. Nous ne sommes pas juges du législateur, nous sommes applicateurs de la loi. Et quand même les victimes franchissent le pas, c'est le début d'un long parcours judiciaire. Qu'elles sont mises à rude épreuve et ont l'impression de revivre leur agression jusqu'au jugement. Oui, effectivement, surtout les cas de viol, parce qu'il faut dire que nos sociétés africaines étaient configurées différemment des sociétés occidentales. Et avec les différentes sensibilisations, avec la scolarisation des femmes, avec certains mouvements qui ont commencé à dénoncer ce genre de pratiques, on a une recrudescence donc des dénonciations et les professionnels du droit sont saisis plus de ce genre de dossier-là. Il faut dire qu'effectivement, si par le passé, les femmes avaient honte de dire ces choses publiquement parce que ça vise beaucoup plus les femmes, les enfants. S'ils avaient beaucoup plus honte, il y a des efforts qui sont faits. Et à notre niveau, quand nous sommes saisis du dossier, nous encourageons les gens à ne pas rester dans le silence parce que parfois, ils viennent vous voir et ils désistent après. Donc, on les encourage, on dit ne restez pas dans le silence, dénoncez l'agent de l'infraction afin que l'infraction soit poursuivie et en tout cas, ça porte des fruits. Comment se passe une jeune fille de 16 ans qui vient vous voir, qui a été victime de viol? Quand elle est victime de viol, la première des choses, d'abord, il faut l'écouter. C'est très important. C'est vrai que nous sommes juristes, mais il faut l'écouter d'abord. On l'écoute. Quand on a fini de l'écouter, on va lui dire ce qu'on doit lui dire et ensuite, on porte plainte. Vous devez lui dire quoi? Oui, mais il faut, en tant qu'être humain, il faut lui parler, il faut d'abord la rassurer. Parfois, elle vient expliquer, mais elle a peur des représailles. Ah, il a dit que si je dis, il va faire du mal à tel. Il faut rassurer la femme, il faut rassurer l'enfant. Il faut lui dire non, il n'y aura rien. Tous les mécanismes ont été, ou bien toutes les règles,
comment je peux dire ça, tout ce qui est, tout a été mis en place par l'État pour encadrer ce genre de comportement. En fait, ce genre de choses quand ça survient. Donc, ne soyez pas inquiets. Il y a la police, il y a la gendarmerie. Ne vous inquiétez pas. Et au besoin, nous sommes là pour vous écouter. On essaie de rassurer la personne. On essaie d'identifier d'abord ce qui fait peur à la personne. Quand c'est identifié, on la rassure. Et quand elle est rassurée, on peut mener maintenant vraiment à notre aise l'action et puis avoir gain de cause devant les tribunaux. Pourtant, dans les rues et dans les médias, les organisations féministes ivoiriennes sont en colère. Elles dénoncent les peines trop légères prononcées par les tribunaux à l'encontre des auteurs de délits sexuels. Mais le processus pour changer la peine d'un délit est long et doit passer à l'Assemblée nationale jusqu'au bureau du législateur. Par exemple, ce n'est qu'en 2018 que la prison à vie a été ajoutée à la peine octroyée pour un viol, si l'acte est fait sur un enfant. Une chose est de dire qu'il y a réparation, condamnation donc au paiement de dommages et intérêts, sur la base de l'article 1382, qui dit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par lequel cela est arrivé à le réparer. C'est vrai qu'il y a donc la réparation de ce préjudice-là, mais attention, une chose est d'obtenir la condamnation, une autre chose est de pouvoir mettre en œuvre, si vous voulez, la réparation en tant que telle, comment je peux dire ça, de pouvoir percevoir votre réparation. Là encore, c'est un autre système. Vous avez en face de vous parfois des gens qui n'ont rien. Et quand on le condamne à 20 millions, à 15 millions de dommages et intérêts, mais quand on fait les saisies, on ne retrouve rien. Mais une chose est sûre, c'est que la personne qui a été violée, qui a été victime de l'infraction, ressent en elle-même une certaine paix à cause de la justice qui est rendue. Même si elle n'arrive pas après à faire le recouvrement des sommes qui lui sont données à titre de dommages et intérêts. Qui est touché généralement Par ça, par toutes ces agressions? Oui, je disais tantôt que ce sont les femmes et les enfants qui sont plus touchés. On va se dire aujourd'hui qu'il y a aussi un nouveau phénomène aussi, l'homosexualité chez les hommes. Donc peut-être qu'on va avoir de nouveaux cas en matière de viol et de... Voilà. Sinon, la plupart du temps, ce sont les femmes qui sont victimes de viol et aussi les enfants, hommes comme femmes, je veux dire garçons comme filles, qui sont victimes d'inceste et autres. Aujourd'hui, toutes les parties se battent pour l'amélioration de la prise en charge des victimes, plaidant ainsi pour un meilleur accès aux soins médicaux et psychologiques. Les victimes encouragent les autorités à renforcer les sanctions contre les auteurs d'agressions sexuelles et à garantir l'application effective des lois en vigueur. Notre société souffre de beaucoup de maux. C'est vrai, c'est le cas de le dire, n'ayons pas peur des mots. Mais il y a une parenthèse qu'il est important d'ouvrir pour qualifier dans chaque catégorie les mots suivants. L'inceste, le viol, la pédophilie. Oui, oui. Ce sont des dangers qui nous guettent en tout lieu et tout le temps. Comment se sent-on quand on finit de passer à un tel acte? Violer, agresser sexuellement sa propre fille. Comment se sent-on quand on finit d'abuser sexuellement d'un enfant à qui on aurait dû avoir l'éducation? Autant de questions qu'on se pose et pour trouver quelques éléments de réponse, il va falloir faire donc ce tour de table, ces échanges. Parce que le reportage que nous venons de voir me laisse sans mots. N'ayant pas donc trouvé ces mots pour qualifier ce qu'on pourrait considérer d'inqualifiable, de tragédie, de crime, je me suis permis d'inviter sur ce plateau, au nom de l'équipe de production de votre magazine Il y a problème, Monsieur Nour Bakayoko, vous êtes psychologue et psychothérapeute. Ça veut dire quoi exactement? D'abord, le psychologue, c'est un spécialiste du comportement humain et des processus psychiques. Et maintenant, comme un psychothérapeute, le psychothérapeute, c'est celui-là qui est habilité à faire les suivis psychologiques, les prises en charge, les techniques de remédiation et la reconstruction des personnes. Vous avez à côté de vous Maître Danyogo Makaya. Vous êtes directrice donc des requêtes, Conseil national des droits de l'homme. Requête et investigation. Requête et investigation au Conseil national des droits de l'homme. En français facile, ça veut dire quoi exactement? Requête et investigation, c'est l'entité au sein du Conseil national des droits de l'homme qui est à charge de recevoir les plaintes et les dénonciations émanant des populations avec les violations des droits de l'homme ou une quelconque atteinte aux droits de l'homme. Les cas d'atteinte à l'intégrité physique, les cas d'inceste,
sont légion. Vous avez dit tout à l'heure dans vos propos que c'est quand l'État n'intervient pas. Mais sur ces cas dont on parle tantôt, est-ce que vous pouvez me regarder droit dans les yeux aujourd'hui ou en tant que simple citoyenne, hein, est-ce que l'État agit vraiment dans ce type de cas? Il faut dire que l'État agit, mais en tout état de cause, il faut relativiser les choses. Parce que pour que l'État puisse agir, encore, faut-il que dans certains cas, l'État soit saisi, les structures qui ont été mises en place par l'État puissent être saisies pour diligenter une enquête en lien avec les grèves qui leur ont été rapportées. Mais il peut arriver, c'est ça pourquoi je parle de relativiser les choses, il peut arriver qu'on porte plainte devant l'autorité en question et qu'il y ait une certaine énergie ou bien une certaine inertie ou une lenteur dans l'investigation qui devait être faite. Monsieur Bakayoko, généralement, les victimes n'ont pas la force ni le courage de porter plainte. Vous qui les aidez, comment ça se passe? Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons du fait que les victimes n'aient pas la force de porter plainte. D'abord, il y a le poids de la culture. Il y a le poids de la culture et puis aussi il y a la représentation sociale de la prison. Parce qu'ici, on dit que quand tu mets quelqu'un en prison, c'est comme si tu as gâché sa vie, tu as tout gâté. Maintenant aussi, le poids... Je m'excuse de vous interrompre, vous avez dit qu'il y a le poids de la culture. Oui, il y a le poids de la culture. C'est-à-dire qu'on va chercher à régler le problème d'abord à l'amiable. Okay? On va lier ça à la fête du fait que non, peut-être c'est ton oncle, non, c'est ton papa. Tu ne vas pas mettre ton papa en prison. C'est-à-dire qu'on joue sur les émotions pour que la personne puisse culpabiliser quand la personne va vouloir faire déjà le pas. Donc cette forme de dépendance au niveau de ces aspects néfastes de la culture a fait que la personne a des difficultés à pouvoir porter plainte. Et nous qui les accompagnons, notre rôle, c'est d'abord de les reconstruire émotionnellement pour qu'ils soient d'abord plus stables, pour qu'ils aient, je vais dire, l'esprit bien éclairé pour pouvoir maintenant jouir pleinement de ses droits, peut-être faire une action en justice, etc. Sinon, le poids de la culture, les problèmes de règlement à l'amiable font que c'est difficile pour nous, en tant que psychologues, quand on accompagne, pour que ces personnes-là puissent aller vers le côté pénal. Sinon, le côté reconstruction émotionnelle, prise en charge, voilà, c'est bien. Mais si le volet pénal suit, ça peut permettre à la personne de guérir en fait, de son mal-être et du trauma que ça a créé parce que le bourreau n'est plus dans le cercle. Je ne sais pas si les téléspectateurs à votre niveau, vous avez commencé le débat parce que M. Bakayoko dit qu'il y a le poids de la culture. C'est-à-dire qu'avec les nombreuses femmes qu'il y a dans le monde, avec chaque fois que vous allez dans une maternité, on vous dira qu'il y a 100 naissances, il y a plus de 90 femmes et 10 garçons. Mais malgré ça, le père, l'oncle, le cousin, sans aucun scrupule, viole l'intimité de sa propre progéniture. Et après, dans la famille, on dit non, c'est ton oncle, c'est ton papa. Si vous avez l'habitude de dire ça, si vous avez l'habitude de régler vos problèmes parce que vous êtes éprouvé par le poids de la culture, je veux juste que vous me donniez votre avis. Si c'était vous à la place de votre fille, si c'était vous qui avez un jour rêvé d'avoir une femme et qu'on vous traitait de femme et qu'on violait votre intégrité, est-ce que vous alliez accepter que non, il faut qu'on règle ça à l'amiable pendant que votre postérieur est complètement détruit par un malade sexuel? Est-ce que vous alliez accepter? C'est de ça parle M. Bakayoko. C'est le sentimentalisme incongru qui nous tue ici en Afrique. Parce qu'on a pitié de ceux qui font du mal. On a pitié de ceux qui font du tort. Parce que mine de rien, ce n'est pas simplement atteinte à ses droits, mais c'est atteinte aussi à son intégrité morale. Okay? C'est comme si on a profané non seulement son niveau psychique, son niveau physique, son niveau moral, son niveau émotionnel. En réalité, on a détruit la personne totalement. Et moi, je suis d'accord que quand le droit dit que le viol, c'est un crime, effectivement, c'est un crime. Parce qu'en réalité, il y a un suicide émotionnel avant même que le suicide physique n'arrive. Donc, quand on règle le problème à l'amiable, en réalité, on est en train de tuer la personne. Maître, oui. Vous avez un mot à dire? Oui, un mot à dire. Un mot à dire en lien avec le règlement à l'amiable et les pesanteurs socioculturelles, comme vient de le dire M. Djomandé. M. Bakayoko, excusez-moi, comme vient de le dire M. Bakayoko. En effet, nous sommes, comme je l'ai dit dans l'entrée du jeu, le Conseil national des droits de l'homme a une direction des requêtes et investigations. Et comme je vous l'ai dit, nous recevons des plaintes en lien avec ces genres de cas. Et ce que nous remarquons, c'est quand les personnes viennent vous saisir pour dire qu'il y a tel ou tel problème et que nous,
les incitons à lever les autorités pour porter la plainte et que réparation puisse être obtenue, la plupart du temps, ils sont bloqués. Les parents opposent le fait que dans leur culture, il y a des rituels qu'on doit faire pour conjurer le sort, de sorte que ce n'est pas devant les autorités étatiques que le problème doit être réglé. Donc pour vous dire que je souscris entièrement à ce que vient de dire M. Bakayoko en lien avec les facteurs qui font que les victimes peinent à porter les plaintes devant l'autorité compétente, notamment devant la justice, pour obtenir réparation. Alors nous, au niveau du Conseil national des droits de l'homme, qu'est-ce qu'on fait lorsque nous sommes saisis? Même si la personne rechigne à porter la plainte, nous portons la cause, puisque nous avons cette faculté de nous autosaisir des cas, nous portons la plainte devant l'autorité pour que les enquêtes soient faites et que la victime puisse être sortie juridiquement de là, réparée. Et du point de vue émotionnel, nous travaillons au niveau du Conseil national des droits de l'homme. Nous avons une psychologue en notre sein à qui nous référons les cas les plus emblématiques pour que ça soit, quand je dis emblématique, c'est généralement des victimes n'ont pas les moyens de s'attacher les services d'un psychologue. Et qu'est-ce que le psychologue, ça relève du luxe, notamment pour les personnes victimes de viol, victimes de pédophilie, victimes d'inceste. Nous les référons à cette psychologue-là pour que les personnes soient prises en charge de façon holistique. Vous êtes d'accord avec moi, M. Bakayoko, que entre l'inceste, le viol et la pédophilie, on a du mal à trouver le moindre mal. Donc ce sont des mots auxquels il faut faire face avec une rigueur avérée. Il faut y aller vraiment sans faux fuyant. Il faut utiliser tous les gros moyens pour les détruire. Alors moi, ce que j'ai envie de comprendre aujourd'hui, vous avez dit qu'il y a l'assistance judiciaire. Et vous avez dit qu'il y a un mécanisme à mettre en place. Mais cet assistant judiciaire, on le trouve où, au parquet? Ou bien on vient chez vous? Je veux que vraiment, c'est une information que les gens ne savaient pas. Il faut qu'on donne tous les éléments qui permettent qu'aujourd'hui, la personne qui nous regarde, si elle a été victime d'un viol, d'un inceste, d'une pédophilie, qu'elle parte directement dans un endroit bien précis. Il faut dire que l'assistance judiciaire, comme je l'ai dit tantôt, peut-être que j'ai dit beaucoup de choses à la fois. L'assistance judiciaire, pour bénéficier de l'assistance judiciaire, il existe au sein de chaque tribunal en Côte d'Ivoire, ou bien des sections de tribunaux, des bureaux qu'on appelle des bureaux locaux de l'assistance judiciaire. Et c'est au sein de ces tribunaux, ces bureaux sont rattachés au tribunal parce que dans notre jargon, le tribunal est différent du parquet. Voilà, ces bureaux sont rattachés au tribunal. Donc c'est devant ces bureaux-là que la requête aux fins de bénéficier de l'assistance judiciaire doit être portée. Mais avant d'y aller, il faut, puisqu'il y a des conditions, parce que tout le monde ne peut pas se lever, tout le monde ne peut pas y avoir droit, tout le monde n'est pas éligible au mécanisme de l'assistance judiciaire. Il faut prouver que vous ne disposez pas des ressources suffisantes pour assurer les frais de justice. Alors comment cela se prouve? J'en viens. Comment cela se prouve? C'est de se rendre à la mairie de votre localité, de votre résidence, pour qu'un certificat, une attestation de non-revenu vous soit délivré. Ça ne coûte rien, c'est 500 francs. Et muni de ce certificat de non-revenu, de cette attestation de non-revenu, après avoir vérifié l'agent de l'état civil, après avoir vérifié qu'effectivement vous n'exercez aucune activité génératrice de revenus, vous n'êtes pas salarié, pourra vous délivrer en présent, puisque généralement ce n'est pas une présomption irréfragable, hein. Généralement sur la pièce d'identité, on marque souvent la profession. Et en regardant votre pièce d'identité, si ça concorde, si il ressort que vous êtes par exemple étudiant, vous êtes ménagère, ou bien vous êtes, vous exercez une activité qui ne vous permet vraiment pas d'accéder à la justice, on vous délivre l'attestation de non-revenu. Alors, muni de cette attestation de non-revenu, vous vous rendez au commissariat de votre lieu de résidence pour prendre un certificat de résidence parce que c'est ce que les impôts vont vérifier. Il faut, après avoir obtenu l'attestation de non-revenu, vous vous rendez maintenant au service des impôts. Et le service des impôts, tout le monde n'est pas contribuable des impôts de Cocody, par exemple. Donc, ce que vous faites, l'agent du service fiscal va vérifier si vous êtes vraiment de son ressort. Et là, c'est l'occasion pour vous de montrer le certificat de résidence. Et en montrant le certificat de résidence, ils pourront vous délivrer un certificat de non-imposition. Aussi, pour aller dans son sens, pour dire qu'il ne faut pas enlever, vous avez parlé d'inceste, vous avez parlé de viol, et puis vous avez parlé de pédophilie. Mais aussi, il faut parler des agressions sexuelles. Ça veut dire que même si la personne n'est pas passée à l'acte et que c'est une agression sexuelle sur un mineur, ou encore si c'est une agression sexuelle qui peut aboutir déjà à un inceste, ça veut dire qu'il faut déjà commencer à s'inquiéter à ce niveau-là.
Voilà pourquoi nous, notre plaidoyer peut-être au CNDH, etc., c'est de aussi plaider pour qu'on ait ce qu'on appelle des certificats psychologiques. Ok, de toute façon, il y a des certificats médicaux pour attester en fait de l'impact de ces agressions-là sur la santé émotionnelle, la santé psychique de la personne. Parce que très souvent, quand c'est fait comme ça, c'est le mental qui guide le physique. Donc en réalité, les personnes sont plus détruites à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc je pense qu'avec une expertise sur la question, sur une information judiciaire, peut-être qu'il n'y aura pas de traces physiques, mais au niveau émotionnel, ça pourrait vraiment prendre un coup. Juste un plaidoyer également, juste un plaidoyer allant dans le sens, parce qu'en matière criminelle, les auteurs de ces actes-là bénéficient d'office de l'assistance d'un avocat. Ce qui n'est pas le cas des victimes. Alors la victime, elle doit passer d'abord par ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour qu'on puisse trouver un avocat pour l'accompagner. Alors que autant les auteurs de ces actes-là bénéficient de l'assistance d'un avocat d'office, il serait intéressant qu'on en fasse de même pour les victimes. Okay. Parce que l'instruction, une enquête commence déjà au niveau de l'enquête préliminaire. Alors si je suis dispersée dans le fait d'aller à la mairie, chercher d'abord une attestation de revenu, aller ensuite aux impôts et rédiger une requête qui sera déposée, et programmer une audience, l'instruction n'attend pas. Alors que tout ce qui sera dit au niveau, depuis l'enquête préliminaire jusqu'au jugement, sera retenu le jour de l'audience. De sorte que nous plaidons pour que les mêmes avantages que les auteurs des victimes, les auteurs des viols ont pour bénéficier d'office d'un avocat, ce même avantage soit consacré également aux victimes des violences sexuelles. Alors on est à la fin de l'émission malheureusement, parce que je m'apprêtais à vous poser une dernière question, c'était de donner vos recommandations, mais par le biais de votre plaidoyer, vous avez déjà tout donné. Vous voulez ajouter quelque chose rapidement, en 30 secondes? En 30 secondes rapidement. Vous savez que le CNDH, c'est d'utilité publique, c'est carrément pour l'État. Mais il y a aussi beaucoup d'ONG qui sont là, qui participent aussi à la prise en charge des victimes de viols, d'inceste, etc. Voilà, il y a le collectif des activistes de Côte d'Ivoire où à l'intérieur, il y a beaucoup d'ONG. Il y a une ONG partenaire, par exemple, à Kouaba Mousso, où il y a, par exemple, tout ce qu'elle vient de citer, il y a tout le parcours. Et déjà, c'est gratuit. Il y a tous les parcours. C'est-à-dire que quand la victime rentre là-bas, elle bénéficie d'office d'un accompagnement psychologique, d'un accompagnement au niveau judiciaire, d'un accompagnement au niveau médical, et puis aussi d'un hébergement, même s'il le faut, le temps de suivre la procédure. C'est une prise en charge holistique. Voilà, c'est-à-dire que quand la personne rentre là-bas, elle n'a pas besoin d'aller prendre certificat ici, certificat ici. Il y a tout là-bas à Kouaba Mousso. Un dossier est constitué pour l'accompagner. Merci infiniment. Merci d'être venu participer donc à ce débat. Je voudrais donc, avec votre permission, regarder une des caméras, c'est laquelle, celle-là, pour m'adresser de façon personnelle à un ami, à un frère. Oui, toi qui me regardes, toi qui suis cette émission, c'est vrai que tu as du mal à contrôler ta libido. C'est vrai qu'aujourd'hui, faire une journée sans avoir des rapports sexuels, c'est trop compliqué pour toi. C'est un choix de vie. Il va falloir en assumer les conséquences. Mais je voudrais simplement te dire qu'une femme, quand elle te plaît, on la drague, on la charme, on essaie de la rassurer. Et après, on essaie de voir ce qu'on peut faire avec elle, quelle aventure sexuelle qu'on a envie d'avoir avec elle. Mais toi, tu vas au-delà même des rapports sexuels que tu pourras avoir avec une femme. Tu cherches à la violer. Mais non seulement tu violes la femme, mais maintenant tu vas plus fort. C'est-à-dire que tu cherches à coucher avec ton propre enfant. Et ça ne te dit absolument rien. Mais au-delà de ton propre enfant, et non seulement tu te contentes de cet alibi, de ce poids culturel qui demanderait que cette affaire se règle donc au niveau de la famille. Donc tu te caches derrière ce prétexte qui est fallacieux, qui n'est même pas bien pour toi. Mais plus grave, au-delà de détruire ton propre enfant, tu vas maintenant détruire celui des autres. Oui, toi la nuit tu vas avec ta grosse cylindrée. Tu vas là où se trouvent les enfants de la rue et tu leur fais des propositions indécentes. Et tu couches avec ces petits garçons. On sait. Mais je voudrais ici et maintenant te dire d'arrêter. D'arrêter parce que la Côte d'Ivoire n'est pas que seulement un pays sous-développé, mais c'est un pays qui est en voie de développement. Et bientôt, les règles vont changer pour toi. Je ne sais pas sur quoi tu comptes pour faire tout ça, mais ça va s'arrêter. Et la loi va être très, très, très dure avec toi. Toi, la victime, tu viens d'assister à un échange où tu as la possibilité d'arrêter de subir. Si tu as été victime d'un viol,
si tu as été victime d'un inceste, si tu as été victime d'une pédophilie, tu as la possibilité de te plaindre. Et si tu n'as pas les moyens, tu as la possibilité de bénéficier d'un assistant judiciaire. Que tout ce qui a été dit ici puisse t'apporter assistance et sois fort. On se retrouve dans 2 semaines pour d'autres problèmes. Bonsoir.